Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre. Ce carnet de guerre va traiter du cinquième et dernier livre de End of Time, Archaon. Alors, comme d'habitude, le coffret est en deux bouquins. Le premier raconte toute l'histoire d'Archaon, la fin des temps, etc. Je vais pas m'attarder dessus, je ferai une vidéo séparée pour justement parler du fleuve, de ce que j'en ai pensé et de tout le train-train. Le deuxième livre, c'est les règles, les nouveaux persos, enfin les changements de personnages, etc. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que comme pour les 4 premiers, la qualité est bonne. J'ai fait un peu plus attention quand j'ai lu aux fautes de frappe et aux fautes d'orthographe. Et effectivement, je sais pas si c'est la même chose dans la version anglaise, mais je trouve qu'il y en a beaucoup pour un ouvrage qu'on paye aussi cher. Alors je sais pas si c'est les traducteurs, les relecteurs, ou enfin bref. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu dérangeant. Je suis pas particulièrement sensible à ce genre de choses, mais comme j'y ai fait plus attention, j'en ai vu quand même pas mal au niveau des coquilles. Donc le livre 1 est un gros pavé bien fluff. Il y a il y a toute la fin des temps qui est dedans. Le deuxième livre est plus fin, comme d'habitude, et comprend les règles. Alors, le chapitre 1, c'est les nouvelles règles. Armée de la fin des temps, choisir une armée. Alors, grosso modo, ce que les concepteurs veulent nous dire, c'est que faites ce que vous voulez, on n'en a plus rien à branler, c'est le dernier bouquin, après ça, il y aura une V9 potentielle. Nous, on s'en fout. Donc, on peut faire l'armée qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas de minimum d'unités. On s'en fout des catégories d'unités, on s'en fout des choix identiques. Si vous voulez faire une armée composée exclusivement de canons à crâne, de cornes, par exemple, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire encore? Oui. Au niveau du général, vous devez avoir un général, mais c'est pas forcément un seigneur, c'est pas forcément un héros. Donc il est noté que le général peut être un champion d'unité si vous n'avez pas de seigneur ou de héros. Si par hasard vous n'avez pas de champion d'unité, vous devez désigner une figurine comme étant le général. Donc vous pouvez vraiment faire une armée avec n'importe quoi. Vous devez avoir vous devez avoir une grande bannière. Enfin, vous faites une armée de ce que vous voulez, en fait. Donc, et puis, il y a une note des concepteurs. J'ai plus l'impression que cette note est là pour justifier le fait que ils ont décidé qu'il n'y avait plus aucune règle de création d'armée, plus que pour dire ouais, faites ce qui vous plaît, ça vous fera super plaisir. J'ai plus l'impression que ça justifie le fait que ouais, écoutez, faites ce que vous voulez, de toute façon, après, ce sera autre chose. Ok, ça c'est fait. On a également une campagne Lord of Battle qui est Arrêter l'Apocalypse, qui est en fait une suite de scénarios pour que Archaon n'arrive pas à ses fins. Alors c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Moi je trouve que c'est très bien. Hormis que c'est la seule campagne Lord of Battle qui propose, à part dans le bouquin d'Escaven. Et ils mettent directement que les règles de stratagème, les caractéristiques stratégiques sont ignorées car le scénario utilise déjà des trucs spéciaux. Donc en fait, c'est une vraie fausse campagne Lord of Battle. Elle est pas, enfin je l'ai lu, hein, je l'ai pas joué, elle est pas trop mal sur le papier, mais je trouve dommage qu'ils aient pas utilisé les règles qu'ils avaient écrites pour Lord of Battle. Pour la seule campagne Lord of Battle qu'ils arrivent à nous sortir en plus gros. Ils disent ouais, on a fait des changements, des machins, vous posez pas de questions. On a sorti des règles avant, mais on les utilisera pas, c'est pas grave. Ça me semble un peu... Enfin, ouais, ça me semble un peu bizarre. Enfin, bizarre pour pas dire autre chose. Ça, c'était le chapitre 1. Ouh là 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 là, c'est génial. Le chapitre 2, les nouvelles armées et les nouvelles unités. Ce livre nous permet de jouer la grande légion de l'élu des dieux, c'est-à-dire que avec Glotkin, vous aviez la possibilité de réunir les 3 chaos. Avec Archaon, vous avez la possibilité de réunir les 3 chaos plus les Skaven. Donc vous pouvez vraiment avoir une armée qui ressemble à que dalle sur la table de jeu. Enfin, aucune cohésion, rien du tout. Ce qui est assez intéressant en fait, parce qu'au final, les Skaven sont des enfants des hommes bêtes bien spécifiques à un dieu mineur du chaos.
Mais là, c'est vraiment le gros bordel. Donc vous pouvez vraiment avoir tout et n'importe quoi. Ça peut donner des choses vraiment... À mon avis, ça peut donner des choses vraiment balèzes. Euh, j'ai pas encore étudié vraiment les combos possibles, mais ça doit bien taper quand même. Il doit y avoir moyen de faire des choses avec les Skaven, il doit y avoir moyen de mixer avec des bonus Hombet ou KO ou démon. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Une petite chose à ce niveau-là, on utilise principalement aussi donc l'œil des dieux et les tempêtes de comment c'est déjà avec la phase de magie des démons, je ne sais plus le nom, sont utilisées. Le problème c'est qu'elles se trouvent dans le livre des Glotkin, donc il vous faudra le livre des Glotkin. Donc mettons que vous ayez une armée où vous décidez de jouer pour le fun des Undead, des démons, des guerriers, des Skaven, que vous jouiez je sais pas, un personnage des Stormfiend de Skaven. Donc vous allez devoir avoir le bouquin des Glotkin pour avoir les règles du chaos. Vous allez devoir avoir le bouquin d'Archaon pour les nouvelles unités si vous en avez. Vous allez devoir avoir le bouquin des Skaven. Vous allez devoir avoir le bouquin des démons, des Skaven, de Tankol. Ah, j'ai dit 2 fois Skaven, pardon. Des Undead, etc. Donc vous allez vous balader avec grosso modo une bibliothèque juste pour faire votre partie. J'aurais aimé qu'ils remettent dans ce livre les règles de Glotkin. Ça aurait aussi permis à ceux qui n'ont pas Glotkin, pour X raisons, bon, je vois pas pourquoi ils auraient celui-là et pas Glotkin, mais bref, de ne pas se sentir floués ou de ne pas devoir les piocher sur Internet ou en illégal, ou etc. Ça aurait été un geste de la part de Game Workshop de remettre les règles dedans et de pouvoir se passer du livre des Glotkin, excepté s'il y a évidemment des personnages du dit livre. Les unités d'Undead peuvent toujours être marquées. Les Skaven ne peuvent pas être marqués, ce qui en soi est juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes dieux, excepté Pestilent qui pourrait être affilié à Nurg, mais ça semble assez juste. On va passer aux nouvelles unités. Alors, une fois de plus, le chaos est bien servi parce qu'il y a plein de sorties figurines, contrairement par exemple aux elfes qui doivent râler dans leur coin. Le premier, c'est... Alors on a 3 nouveaux buveurs de sang, enfin nouveaux, entre guillemets. Donc les figurines sont nouvelles, les stats, vous verrez qu'elles sont pas si nouvelles que ça. On a d'abord le premier, c'est la fureur effrénée. Le buveur de sang de la fureur effrénée, c'est un buveur de sang archi classique. Il n'y a rien qui change, c'est le même coup, c'est le même... les mêmes pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Les mêmes règles, les mêmes caracs, c'est un buveur de sang classique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça change pas le schmilblick. Ils apportent un peu de BG au buveur de sang, c'est plus juste des gros bourrins. On sait qu'ils sont divisés en divers hosts qui sont hiérarchisés de façon un peu différente, etc. Ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment le fluff et le BG. Donc ce premier buveur de sang n'apporte rien de nouveau. Deuxième buveur de sang, de la rage insensée. Alors celui-là, il a le même profil qu'un buveur de sang normal, il est plus cher. Il a le droit à avoir des dons démoniaques. Mais qu'est-ce qu'il gagne en plus? Alors il y a une coup fatale héroïque, ce que je trouve pas mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines qui ont coup fatal héroïque. Surtout que dans le BG, c'est justement ceux-là qui vont chercher les gros monstres. Il gagne frénésie, que le buveur de sang classique n'a pas. Et en fait, je crois que c'est tout. Au niveau de ses armes, il ne possède pas le fouet classique et la hache, il possède une arme lourde. Alors, c'est à mon avis un choix qu'il faut faire au moment où vous choisissez votre armée. Un buveur de sang n'est pas invincible. Bien qu'il ait 10 de CC, qu'il ait 6 d'endurance, il ait 5 PV, c'est de loin pas invincible. Je préfère tuer mon adversaire avant qu'il me mette des coups, parce qu'à la longue, je vais quand même perdre un machin qui vaut bien quelques centaines de points. Le problème de l'arme lourde, c'est qu'il va taper en dernier. Alors oui, il a coup fatal héroïque. Et oui, il n'y a pas forcément beaucoup de monstres qui vont pouvoir lui mettre en un coup 5 PV. Au niveau des personnages, c'est encore différent. Mais il n'y a pas beaucoup de monstres qui vont pouvoir lui mettre 5 PV. Mais si vous chargez un monstre qui vaut, je sais pas moi, mettons un Stégadon qui vaut 200, à peu près 200 points, ou même pire, un Carnosaure qui en plus lui fait un D3 de blessure,
vous allez vous retrouver avec un type, s'il gagne le combat, même avec un coup fatal héroïque, qui va difficilement pouvoir aller chercher un autre monstre. Excepté si vous lui avez par hasard mis, enfin si vous avez chopé une sauvegarde d'armure à 2+, dans les dons démoniaques. Alors la figurine est très jolie, la hache est hyper imposante, c'est vraiment un truc mouse, mais je suis pas convaincu, disons, de son utilité stratégique. J'aime bien le fait de se dire, bon voilà, c'est des buveurs de sang spécialisés dans la traque des géants, dans la traque de, j'en sais rien moi, de Stégadon, de Carnosaure, de Mutalite, enfin de tous ces gros monstres qui sont sur le terrain, de dragons même. Donc ça peut vraiment être un truc que je trouve bien au niveau fluff, mais au niveau stratégique, je suis vraiment pas convaincu de, de la qualité de la figurine, même s'il possède cette attaque de force 9 quand il charge. Ça me semble quand même un petit peu cher pour juste aller chercher un monstre qui aura moitié moins de points. Le troisième buveur de sang, c'est celui de la colère de corne. Alors celui-là, il est vraiment balèze. C'est mon préféré. Pour encore plus cher que celui d'avant, vous avez un buveur de sang qui possède charge dévastatrice, frénésie, une résistance à la magie de 3, ce qui est franchement loin d'être mauvais. À savoir que comme il vole la charge dévastatrice, elle est rentable à 100%. Il a une règle qui s'appelle chasseur implacable, donc c'est vraiment le buveur de sang qui va aller chercher les personnages, celui-là. Il a N personnages et il ajoute 3 boosts à sa portée de charge, donc autant dire que avec cette portée-là, je crois que c'est la figurine qui peut charger au plus loin. Oui, je crois que c'est celle-là. Il a également une arme de souffle de force 5 avec la règle enflammée. Il possède une armure lourde, mais il possède aussi hache de fureur et fouet de sang. C'est-à-dire que le tour où il charge, le Gus, il a 9 attaques de force 9, avec une initiative de 9. À mon avis, il n'y a que les figurines qui ont frappe toujours en premier et qui ont une pétée d'attaque, du style un seigneur vampire à la limite, qui peuvent lui résister. Je dis pas qu'il est invincible, je dis pas que, mais encore à corps, à mon avis, c'est quand même de la grosse bête. Il peut également recevoir des dons démoniaques jusqu'à un total de 100 points, ce qui peut vraiment en faire une brute horrible. Ça, c'est vraiment le buveur de sang ouais, c'est le troisième host, donc c'est presque un des plus hauts. Il n'y a pas photo, c'est vraiment redoutable, c'est un adversaire vraiment, vraiment difficile à aller chercher. Je pense pas qu'il y ait à part certains persos qui sont combotés objets magiques, je pense pas qu'il y ait vraiment de personnages qui lui tiennent tête longtemps. Ça, c'était pour les démons majeurs de Khorne. Ensuite, on a Scar, Bloodwraith. Que dire de ce nouveau champion du chaos, un Xème qui traîne dans le coin. Alors, tout comme les figurines d'infanterie de Nurgle, il est sur un socle de 40/40. C'est un champion du chaos relativement classique. Il possède les attributs de nouvelles figurines qu'il y aura plus tard, donc c'est-à-dire qu'il a tornade de sang, il gagne des bonus, il tape fort, il a résistance à la magie, bref. Mais ce qui fait de lui vraiment une figurine intéressante, c'est son nez du sang, la règle qu'il a, qui peut, au moment où il meurt, à la fin du tour, vous jetez un dé, 1, 2, 3, il est canné pour de bon, 4, 5, 6, il revient. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une épine, enfin votre adversaire va avoir une épine dans son pied. Ou si vous l'affrontez, vous allez vraiment avoir une épine, parce que si vous faites quelques bons jets de dés, ou votre adversaire fait quelques bons jets de dés, le mec il va passer les 6 tours sur la table, il va se faire canner à chaque tour, et puis voilà. De même qu'il peut favoriser ses réussites à ce niveau, au niveau de ce jet de dés, en tuant des monstres ou en tuant des personnages en défi. Comme il a la règle œil des dieux, il est de toute façon obligé de lancer des défis. Donc du coup, ça vous donne un personnage qui va probablement se régénérer 1 voire 2 fois si il a un peu de chance, et du coup il va presque jamais quitter le terrain, il finira ses 6 tours, à moins qu'il se fasse rattraper, et encore même s'il est rattrapé il peut se régénérer. Il n'y a que s'il subit comment c'est déjà, une dégénérescence ou une démonification, que là il peut pas se régénérer, il est enfant du chaos ou il est prince démon, mais sinon c'est tout.
C'est un personnage qui vaut quand même son potentiel de points, mais niveau destruction, je pense qu'il les vaut bien. Qu'est-ce qu'on a? On a les Skull Reaper. Alors ça, c'est une unité, figurinement parlant, que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'ils sont pas beaux. Je trouve qu'ils sont repompés de figurines de War Machine, et je trouve extrêmement dommage. Maintenant, c'est mon avis. C'est une unité spéciale, donc avec le chaos, on en a quand même bien assez de ces unités spéciales, surtout avec les nouvelles règles où il y a de tout et n'importe quoi. Ça, c'est à peu près des élus du chaos, excepté qu'ils ont 3 PV, ils sont sur des socles de 40 sur 40. Ils ont 2 armes de base et armure du chaos, marque de corne, bon voilà, ça fait qu'ils ont une pétée d'attaque. Vous pouvez remplacer les armes de base par des armes ensorcelées, ce qui fait plus 1 de force et attaque magique, ce qui est extrêmement bon, parce que ça vous fait une pétée d'attaque avec quand même une force tout à fait raisonnable. Pour pas si cher que ça, ils ont 3 PV, 4 d'endu, une armure du chaos, ils sont relativement endurants. Je pense que 5 de Ségus, ça fait quand même pas mal de taf. Je trouve bizarre qu'ils aient pas le droit à avoir... Alors, au niveau des règles, c'est vraiment pénible qu'ils aient pas le droit à un musicien. Parce que ça veut dire que vous laissez tomber toutes les reformations et autres. Comme ils sont frénétiques, ils vont charger dans les lignes ennemies, ils vont faire un trou, et puis après, ben, suivant comment, ils vont se faire balader tout le long parce qu'ils peuvent pas se reformer. Enfin, si, ils peuvent se reformer, mais ils peuvent pas faire de reformation rapide. Ce qui, à mon avis, pose problème. Ils ont droit également à un champion et à un porte-étendard. Jusque-là, tout est normal. Je pense que c'est vraiment une unité. À la place d'avoir des élus classiques, je pense que ceux-ci, même s'ils seront moins nombreux, seront plus efficaces. Malgré le fait qu'ils aient pas de musiciens, et du coup, il faudra bien les positionner au début pour qu'ils arrivent dans les lignes ennemies et qu'après avoir gagné un combat, ce qui ne devrait pas être trop compliqué vu le nombre d'attaques, la bonne CC, la bonne force qu'ils aient. Évidemment, si vous avez du 1+ en face, c'est autre chose. De sauvegarde d'armure, donc. Je pense qu'ils peuvent arriver à faire vraiment un gros carnage. Par contre, si votre adversaire joue bien, à mon avis, ils vont se faire rediriger relativement facilement et ils vont pas faire autant de dégâts qu'ils devraient. Alors, je vais essayer de le dire, hein. Attention, pardon mon accent anglais. Les Wraithmongers. Alors, ceux-là, je les aime beaucoup. Malgré la peinture dégueulasse, le rouge vif et le noir, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'aime beaucoup cette unité. Elle me rappelle les tueurs furieux de Tempête du Chaos. Mais cette fois-ci, c'est pour du chaos, tiens. Alors, c'est un peu la même chose que les Skull Reaper, à part qu'ils valent quand même beaucoup plus de points. Ils ont la marque de corne, ils ont l'œil des dieux, armure du chaos et paire de fléaux de hargne. Alors, la paire de fléaux de hargne, c'est très bon, parce que vous avez des mecs qui vont quand même faire des touches d'impact. Vous avez des types qui ont attaque supplémentaire. Et vous avez, c'est des fléaux, donc ils ont les règles de fléaux. Au premier tour de corps à corps, vous avez des mecs qui vont balancer tellement d'attaques, de force, beaucoup, vraiment d'une force importante, il n'y a pas grand-chose qui va tenir face à ça. Je veux dire, il manquerait plus qu'arriver à leur donner la haine, et ce serait vraiment le paradis. C'est, à mon avis, alors c'est des rares, c'est de l'unité rare déjà, donc en rare, il y a déjà aussi pas mal de trucs en chaos. C'est une unité que j'apprécie, mais c'est pas forcément une unité qui va être stratégiquement hyper intéressante. Les armes magiques des Skull Reaper font, à mon avis, la différence, et ils font qu'ils sont moins chers aussi, parce que valent quand même, ceux-là valent 15 points de plus. Ils ont droit à un champion, ils ont droit à un porte-étendard qui peut, lui, avoir une bannière magique, mais ils n'ont pas le droit de musicien non plus, ce qui, en soi, est... Ça me paraît bizarre que les ogres aient droit à des beugleurs, et puis que les champions de corne, bien, bon, ils sont frénétiques, ok, ils tapent dans le tas, mais je pense qu'ils peuvent aussi beugler autant fort que des ogres. Je les ai testés une fois en partie, ils ont moissonné une unité de ghouls, j'en avais 5, j'en avais 4 quand ils sont arrivés au corps à corps. Enfin, c'est la moisson, quoi. C'est vraiment, vraiment la moisson. Entre les touches d'impact, entre je crois que de base, le mec, le soldat de base a 5 attaques de force de CC6 et de force 6 en charge. Je veux dire, ça fait vraiment le taf. Il n'y a même pas à se demander si ça arrive. Le problème, évidemment, c'est que si vous avez un adversaire qui est un peu doué, bah, il va vous les balader aussi.
parce qu'avec un commandement de guerrier du chaos, ben, on arrive à rater quand même de temps en temps des trucs. Devoir déclarer des charges, se planter, ne pas pouvoir faire de formation, etc. C'est quand même un tout petit peu pénible, mais en attendant, si ça arrive au corps à corps, ça fait vraiment, vraiment du dégât. C'est de l'infanterie, donc les mettre sur plusieurs rangs ne sert pas à grand chose. Enfin, à part à encaisser les pertes. Moi, je pense que par 5 ou 6, ça fait vraiment le taf. Et vu le nombre de dégâts qu'ils peuvent occasionner, je pense pas qu'il y ait besoin vraiment d'avoir des rangs pour compenser. Alors après, forcément, 5 mecs contre une horde de, j'en sais rien, de joueurs d'épée impériaux, ouais, là, ça va devenir beaucoup plus pénible. Mais je pense qu'ils peuvent déjà... C'est un peu des missiles, c'est des one-shot. Vous envoyez le machin, ça explose, et puis après, vous regardez ce qui reste, et puis vous flinguez le reste. C'est à peu près ça. À mon avis, c'est à peu près ça. On va passer aux nouveaux personnages, ainsi qu'aux incarnations diverses et variées des vents de magie. Alors, on a Isabella la Maudite. Ça, c'est un méga foutage de gueule. J'aime Isabella von Gerstein, j'aime Vlad von Gerstein. C'est des vampires qui sont très dans le romantique du vampire. Et je trouve que le fait de gâcher ça au niveau du BG, bien que ça ait été bien tourné, je peux pas non plus trop cracher dessus. Voilà. Donc Isabella s'est fait posséder par un démon. Elle a maintenant un statut de seigneur vampire, un peu de choses près. Elle a une pétée d'attaque. Je ne m'étais pas rendu compte avant, mais elle a vraiment une pétée d'attaque. Et elle peut être jouée soit dans les démons du chaos, soit dans la grande légion de l'élu des dieux. Qu'est-ce qui se passe avec Isabella? Elle est sorcière niveau 3, et elle peut utiliser soit les arcanes, soit le domaine de Nurgle. Elle a la haine mort-vivant, parce que le démon lui susurre des trucs comme quoi les morts-vivants sont tous toujours foutus de sa gueule, et du coup elle aime pas ça. Elle est mort-vivant vampirique, etc. Ces règles sont vraiment conçues pour de l'anti-mort-vivant. J'ai presque l'impression d'avoir un Harry the Hammer End of Time devant. Parce que à chaque fois que, si elle fait perdre un point de vie au cours de la phase de corps à corps, l'unité perd en plus un des 3 PV supplémentaires sans sauvegarde à la fin. Elle a la bénédiction de Nurgle qui fait que les figurines en contact subissent une touche de force 1 sans sauvegarde d'armure au début de la phase de magie. Et elle a également... le démon, en fait, ne sert pas à grand-chose, excepté lui dire que si elle utilise les sorts du domaine de Nurgle, elle a l'attribut du domaine de Nurgle des démons. Ce qui est un petit peu... voilà, ce qui est un peu logique à la fois, vu que c'est un pseudo-démon. Le calice qu'elle porte a également été corrompu par Nurgle, et c'est devenu un calice de la peste qui envoie un petit gabarit à 3d6 pouces. Une seule utilisation, il y a un test d'endurance. Si par hasard le test rate, la figurine perd un PV sans sauvegarde d'armure. Que dire de ce personnage, si ce n'est que c'est un personnage bizarre. Il vaut quand même pas mal de points. Il est dans une armée de démons où tous les socles sont de toute façon plus grands que le sien. Donc elle s'intégrera jamais comme il faut dans une unité. Voilà, jusqu'à ce que ça change peut-être plus tard. C'est une magicienne de niveau 3. L'avantage de sa présence dans les démons, c'est qu'en utilisant les arcanes vampiriques, elle peut quand même faire pas mal de trucs, du style amener de la piétaille en faisant une résurrection de squelettes ou de zombies. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. Un truc différent, disons, dans le cadre dans le cadre d'une armée de démons, mettons classique. Dans le cadre de End of Time, de toute façon, il y a tout qui parle tellement en sucette que voilà, un peu plus, un peu moins, voilà. Elle se défend bien au corps à corps, faut pas déconner non plus. Par contre, elle a aucune sauvegarde d'armure et elle a aucune sauvegarde invulnérable. Donc ces 3 PV, malgré ses bonnes stats, risquent de sauter vraiment super vite. Même bêtement au tir, hein, une salve dessus, c'est fini. Donc il faut quand même la mettre dans une unité pour la protéger. Et au corps à corps, disons qu'elle a meilleur temps de lancer des défis, mais qu'en soi, si vous avez un seigneur en face, à mon avis, elle fera pas long feu. Ça, c'était pour Isabella. Balthazar Gelt, incarnation du métal. Alors, le Balti, qui était passé sur la voie de la nécromancie, décide de se racheter.
c'est tout mignon, il a des problèmes de conscience. Et en voyant l'Empire dévasté, il y a le vent de Chamon qui s'incarne en lui, le vent du métal. Qu'est-ce qui se passe avec Balthazar, incarnation du métal? Déjà, c'est un sorcier niveau 5 qui utilise les sorts du domaine du métal. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil au niveau des incarnations. Maître du savoir métal et vol parce qu'il a un profil combiné avec son Pégase. Ce qui en fait un sorcier quand même relativement durant. 4 d'endu, 6 PV, il a une sauvegarde d'armure à 6+. Ce qui est pas mauvais, je veux dire. Pour un sorcier, j'entends qu'on s'entend bien, c'est un sorcier. Ça va pas trop mal. Il a une invue de 3+ contre les attaques de tir. Comme ils veulent, il y a peu de chances qu'il se retrouve au corps à corps, à moins d'avoir fait une boulette au niveau des jeux. Il possède également une 2+ contre les blessures causées par les attaques de règles enflammées. Bon, ça c'est des trucs classiques. Il a le bâton de volant qui lui donne un bonus pour lancer les sorts. Ça veut dire que le mec, quand il lance un sort, il a quand même un bonus de +7. Ce qui est vraiment pas mauvais. À savoir qu'avec les règles de Kane, il est maître du savoir. Donc au cas où par hasard vous auriez des dés un petit peu mous, vous pouvez aisément relancer les dés. Je pense qu'il va gentiment passer tous ses sorts. Je le vois, à moins de vraiment pas avoir de bol ou de lancer un sort à 18+ et que vous avez qu'un seul dé. Je vois difficilement comment il peut rater un sort, honnêtement. Et il possède un objet de sort inné qui est vraiment balèze. Je trouve que c'est vraiment très puissant. C'est le creuset, c'est un sort d'amélioration d'une portée de 18 pouces. Niveau de puissance 10, c'est quand même beaucoup. Bon, avec son +7 de lancement. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça téléporte des unités. Il peut téléporter, lui, plus... Enfin, il n'est pas obligé de se téléporter, lui. Plus un des 3 autres unités. Alors, vous les retirez du jeu, et au début du tour suivant de Gelt, vous les replacez où vous voulez sur le champ de bataille. À 1 pouce de tous les terrains infranchissables et toutes les unités des téléportations classiques. À part Gelt, les unités subissent la perte d'un D6 moins 1 PV sans sauvegarde d'aucune sorte. Mais ça veut dire que vous pouvez, le cas échéant, je sais pas, mettons que vous avez une horde de halbardiers, une horde de joueurs d'épée, et puis une... Enfin, ce genre de truc, parce qu'en Empire, au final, il y a quand même facilement des gros pavés, ils sont pas très chers. Vous avez la possibilité de vous mettre derrière les ennemis, et surtout d'enlever des cibles potentielles sur la magie, sur des tirs, etc. C'est vraiment super puissant. Vous avez la possibilité également de piéger des unités. Si vous arrivez à téléporter suffisamment d'unités, vous arrivez à vous mettez autour d'une unité que vous n'arrivez pas, je sais pas, une caverne légère, par exemple. Vous mettez autour et pouf, ah ok, bah ça va, on l'a piégé, on pourra charger autour après. Et donc, je suis juste en train de lire le truc. Retirez toutes les unités ciblées de la table de jeu, ok. Au début du tour suivant de Gelt, placez chaque unité ciblée n'importe où sur le champ de bataille à plus de 1 pouce de toutes les autres unités et terrains infranchissables. Vous avez également la possibilité de charger. Il n'est pas marqué que ça compte comme étant un mouvement. Donc du coup, vous posez votre unité, vous déclarez une charge. C'est quoi ce bordel? Je veux dire, c'est vraiment un objet de sort très puissant. Moi, je pense que c'est un des sorts les plus balèzes du jeu. Très honnêtement. Enfin, en tout cas, End of Time fait des tas de trucs archi balèzes. Mais celui-là, il est vraiment, au niveau stratégique, il est vraiment très puissant. Alors, vous perdez bien entendu un certain nombre de PV, mais vous pouvez en perdre entre 0 et 5. Bien sûr, une horde de 40 gus, en perdre 5 pour faire une charge de dos. Ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a Mastercard et Balthazar Gelt, quoi. Je trouve vraiment que c'est très fort. Ce Balthazar-là vaut quand même son pesant de cacahuètes pour un personnage de l'Empire, mais niveau stratégique, je le trouve beaucoup plus balèze qu'un Karl Franz ascendant qui est juste un bourrin qui fonce dans le tas et qui moissonne tout. Celui-là peut vraiment à lui tout seul faire la game, je dirais. Avec juste l'objet de sort inné creuset, il fait la game, je pense. Bien joué, évidemment. Et si votre adversaire en face ne dissipe pas automatiquement, parce que ça, c'est quand même un truc que je dissiperai automatiquement. En plus de ça, c'est un sorcier niveau 5 qui a tous les sorts du domaine du métal, qui est loin d'être un mauvais domaine. Bien que sur certaines armées, il soit quand même moins bon.
avec tous les sorts qu'il a, il renforce, il booste, il fait... Non, 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 je pense que ce personnage est vraiment un personnage très très fort. Personnage suivant qui ravit mon cœur. Non, en fait, ça me saoule grave. Tyrion, incarnation de la lumière. Putain, Game Workshop, arrête de ressusciter les persos morts. Pitié. Arrêtez. Ça suffit. Il y en a marre. Surtout que c'est un putain d'elfe à la... Enfin, Tyrion représente l'incarnation du paladin loyal bon de donjon. Le mec chiant. Le mec qui n'a rien. Autant dans Kane, ils avaient fait le pari couillu de le faire prendre l'épée, de le faire devenir mauvais, fou, etc. Autant là, il est mort et son frangin le ressuscite avec la flamme d'Ulrich, avec le vent de la lumière. Avec... Non mais arrêtez quoi, pitié, c'est sérieux. Bon, je vais quand même faire la description, je vais arrêter de râler. Je vais essayer d'arrêter de râler. Alors bon, ben, classiquement c'est un Tyrion. Alors il a plein de PV, même si c'est juste de l'infanterie. Il a 5 attaques, enfin, c'est Tyrion quoi. Et puis il a valeur des âges plus martial. Et voilà, c'est du lourd, c'est du très lourd. Bouclier de la lumière, il a une sauvegarde en vue de 5+, et contre les sorts et les attaques. Et c'est 4+, si le lanceur de sorts ou le tireur est une figurine avec la règle mort vivant ou démoniaque. Incarnation de la lumière, alors ça c'est vraiment balèze, c'est logique avec l'incarnation de la lumière, mais c'est vraiment très fort. Toutes les figurines ennemies avec mort vivant ou démoniaque à 6 pouces subissent une touche de force 4 au début de chaque phase de magie. Comme c'est toutes les figurines à 6 pouces, vous allez vous amuser à calculer avec votre adversaire, faire les petits cercles avec le maître ruban. Donc c'est juste là, c'est... voilà. Pardon, bouclier de la lumière, c'est la règle d'avant, je me suis trompé, excusez-moi. C'est toutes les unités amies à 12 pouces ou moins de Tyrion. On ne sauvegarde invulnérable de 5+, contre les sorts et les attaques de tir. Parce que Tyrion, lui, il a toujours l'armure de dragon qui lui donne une vue à 4+, la règle du nez du feu et une sauvegarde d'armure à 1+. Et il a toujours croix du soleil, le truc classique. Alors, il peut être utilisé dans une armée de l'Host du roi de l'éternité. Si vous vous souvenez bien de cet host, c'est le mix de tous les elfes, excepté peut-être une ou deux unités, et encore je doute. Ça veut dire que vous allez avoir un perso qui est... Vous pouvez avoir Malekith, Tyrion, allez on y va, on se fait plaisir. Non, c'est vraiment... À ce niveau-là, je veux pas dire que c'est vraiment abusé, parce que tout est abusé dans End of Time, mais... C'est trop. C'est trop. C'est aussi un des seuls elfes à avoir 4 d'endurance. Faut pas lui enlever ça quand même. Alors évidemment, si vous jouez contre une armée qui n'est ni démon ni mort-vivant, c'est clair que la plupart de ces règles servent un peu moins. Mais en attendant, ça reste Tyrion. C'est vraiment pas léger comme personnage. Alors, j'ai râlé au début de sa présentation parce qu'effectivement, je trouve que les morts devraient rester morts, faut arrêter de les ressusciter à tout bout de champ, il y en a marre. Surtout que ressusciter quelqu'un, bah, ça signifie souvent le faire passer pour un zombie. Pourquoi Tyrion et pas Eltarion, j'en sais rien. Alors oui, au niveau du fluff, il y a Teclis, il y a machin. Mais non, moi, ça me fatigue. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'épuise, juste le fait d'avoir un personnage qui a une histoire qui est bien, qui est vraiment cool, qui est surtout surprenante de la part de Game Workshop de décider de travestir Tyrion dans total opposé de ce qu'il est, et après de revenir en arrière parce que du coup c'est quand même l'incarnation de la lumière. Enfin, au niveau du fluff, je sais pas quoi, arrêtez de faire écrire ces histoires par des enfants de 8 ans. Ça aura peut-être quelque chose à engager un scénariste, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on a là une incarnation de la lumière qui porte bien son nom, qui est quand même bien badass, et qu'il faut pas négliger. Ah, Grimgor, boîte en fer, incarnation de la bête. Ça, c'est du bon, Qu'est-ce qui se passe avec Grimgor? Grimgor a reçu le vent de la bête. Il n'avait pas tellement conscience de ça, je pense, il voulait juste tabasser.
Première chose, déjà son profil est quand même bien boosté. Il a 6 de force, 6 d'endu. 4 PV, 6 attaques. C'est pas négligeable. Je crois que c'est la figurine d'infanterie avec le plus d'endurance. Ce qui en fait quand même un gros bourrin bien senti. Grimgor a pas tellement changé en soi, il a toujours son armure et sa hache, ça c'est pas le problème. Il peut relancer les jets pour toucher et blesser, rater en défi, donc autant dire que sur ces 6 attaques, il va vous foutre 6 blessures qu'il va vous falloir sauvegarder. Parce que il va sans doute toucher sur 3+, il va blesser sur 2+, il y a de fortes chances quand même. À mon avis, il va vous foutre 6 blessures qu'il va falloir sauvegarder, donc ça va taper très fort. Les immortels, c'est toujours la même idée. Vous avez le droit d'avoir une unité d'orc noir qui deviennent les immortels. Puissante CC, la règle N. Grimgor a également la règle N, il est immune psycho, qui coupe, wag, le truc classique. Il a également, grâce au vent de la bête, un objet de sort inné qui est également super bourrin. Je trouve extrêmement décevant l'incarnation du feu d'Ungrim, parce que là, les trucs qui sortent, c'est vraiment très fort. Donc toutes les unités d'orc et gobelin et du royaume ogre à 12 pouces, s'il sort passe, donc bien évidemment, gagnent puissante force et puissante endurance. En gros, c'est un Vissan à 12 pouces pour toutes les unités d'orc et gobelin et royaume ogre. Voilà, ça c'est fait, ça va piquer. C'est un objet de sort qui est pas très difficile à lancer. C'est une puissance de 6. Donc même avec un dé, avec un peu de chance, vous le lancez. C'est, à mon avis, du coup, un des personnages au niveau orc et gobelin, c'est d'ailleurs le seul qui est fait au niveau des orcs et gobelins, qui vaut la peine. Il vaut pas beaucoup plus cher que ce qui était avant, quand même un peu, voilà, mais avec le boost de profil et juste le réceptacle de Gur qui est le vent de la bête, moi je pense qu'il vaut ses points, il devient vraiment balèze. Avant c'était déjà une brute de combat, mais là ça devient une archi brute de combat. Je plus sois. Je sais pas comment je vais faire si je me retrouve face à lui sur la table de jeu pour essayer de le dézinguer, parce que vu la bestiole, à moins des coups de canon dans la tronche, voilà. Mais c'est un bon perso, c'est le seul des orques et gobelins. À mon avis, ils l'ont pas raté, c'est déjà un bon début. Autant prendre ça, ça vaut toujours la peine. Caradrian, incarnation du feu. Oui, parce qu'il faut savoir que les nains sont détestés par Game Workshop et que du coup, Ungrim, c'était pas intéressant. Donc, on le bute et on donne ça de nouveau à un elfe. Je reviendrai plus précisément là-dessus au niveau du fluff. Caradrian a un profil combiné avec le phénix qu'il monte, qui est plus un phénix cœur de givre, mais qui est un phénix spire de feu. Suite à quelques péripéties au niveau du background. Il a un profil qui est bon, à mon avis. Comme il est monté sur un monstre, c'est un profil qui vaut la peine. Il est un tout petit peu moins cher que la plupart des profils combinés de monstres qu'on a pu voir. Il possède une sauvegarde d'armure classique. Il est l'incarnation du feu, donc ça devient un utilisateur du domaine du feu, niveau 3. Il a plein de règles. Il a toutes les règles de Caradrian, il a toutes les règles du phénix, il a mettre du savoir-feu, il a les attaques enflammées, il a vraiment plein de règles, des elfes et tout, donc il y a 4 lignes de règles spéciales. Il a sa lame du phénix, qui je crois, mais comme j'ai pas le bouquin des elfes, je peux pas vous dire si ça a changé ou pas, mais je crois pas que ça a changé. Je sais pas si les blessures multiples, un des 3 était déjà là, mais il l'a. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il est tué, l'unité qu'il a tuée subit 3d6 touches de force 4. Se repartit comme des tirs. S'il est tué en défi, il n'y a que son adversaire qui subit les touches et les points de vie en excès comptent dans le cadre du carnage. Donc ça veut dire que vous avez un perso, je dirais presque on a envie de le sacrifier tellement il est balèze, donc ils font sur une unité, il pète un maximum. Alors évidemment, il peut toujours foutre le camp, parce qu'il n'y a pas de raison que s'il perd un combat, il n'est pas indémoralisable.
Et si par hasard il meurt en défi parce que le personnage en face est vraiment archi bourrin ou que vous avez décidé de vraiment mettre la sauce, bah, il fait quand même 3d6 touches de force 4, ce qui est loin d'être mauvais en plus. Donc c'est un personnage étonnant en fait pour une incarnation du feu. Au niveau du fluff, il y a quelque chose avec ça effectivement. C'est pas complètement tombé de nulle part. Mais c'est un personnage étonnant, je m'attendais pas forcément à le voir, je voyais plutôt Imric, s'il fallait choisir un elfe, qui est plus, à mon avis, comment dire ça, qui était plus chaud bouillant au niveau du caractère, mais c'est un personnage qui, dans le fluff, est justifié. Son histoire est relativement intéressante, même si je trouve que le dessin de Karen fait un peu, sur la page de présentation, il fait un peu elfe timide comme ça, alors que c'est un des maîtres des gardes phénix. Voilà pour les incarnations. On va passer au gros morceau. Archaon, élu des dieux, seigneur de la fin des temps, le mec qui, on espère, a plus de burn que tous les autres réunis, parce que s'il doit se friter, l'empereur ascendant ou Malekith avec un des trois plus une blessure à chaque fois qu'il blesse, bref, voilà. Archaon, élu des dieux, qu'est-ce que ça donne? Profil combiné avec sa monture, il a une sauvegarde d'armure de 1+, il a toujours les mêmes objets, ça ne change pas, donc il a quand même une sauvegarde invulnérable à 3+, qui est loin d'être mauvais, on le blesse que sur 3+, minimum, donc les blessures automatiques et autres exit. Qu'est-ce qu'il a? Alors il est sorcier niveau 4 qui utilise les domaines de la mort, domaine du feu, domaine du métal, domaine de l'ombre, domaine de Tsench. Ensuite, si vous regardez la colonne d'à côté, vous apprenez qu'il est marqué par les 4 dieux du chaos. Moi je comprends pas pourquoi du coup il peut pas utiliser les domaines de Nurgle et de Slaanesh. Est-ce qu'on oublie de la version française? Est-ce que dans la version anglaise il y a les domaines en question? Je ne sais pas. Chose aussi importante, alors bon, il vaut une blinde, hein, c'est Archaon, normal. Il est indémoralisable, enfin. Putain. Un élu des dieux, seigneur de la fin des temps, le mec qui est archi balèze et qui a peur de personne, bah, il n'était pas indémoralisable. Là, il l'est. Et là, c'est bon. Là, ça veut dire que vous avez vraiment un Archaon qui va aller poutrer l'Empire. C'est pas juste un mec comme ça qui est un petit peu plus couillu que les autres. Non, c'est vraiment le seigneur de la fin des temps. Il fuit pas. Et ça, c'est bien. Le problème d'un démoralisable, c'est que il y a un certain nombre de règles qui font qu'il peut rejoindre que des unités démoralisables, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi de lui donner les épées du chaos qui sont, eux, indémoralisables et qui ont la règle spéciale N. Question subsidiaire, pourquoi Archaon n'a pas la règle N? Est-ce que les épées du chaos ont été plus stimulées et que du coup Archaon se dit « Oui, moi je ne déteste pas forcément tout le monde ». Voilà, bon, ça, je ne sais pas. Elle s'en oublie également. La présence charismatique d'Archaon passe à 24 pouces. Donc avoir un général du chaos qui a 10 de commandement à 24 pouces, c'est bon. C'est vraiment très bon. Ça, on va pas cracher dessus. Les objets magiques n'ont pas changé, je crois. Si, il y a la tueuse de roi qui a un tout petit peu changé. Comme Archaon a un profil combiné, dès qu'il libère Usul, il a 12 attaques à la place de doubler ses attaques. Il en a 12 en tout, ce qui fait quand même bonne... Voilà, c'est pas triste, on va dire ça comme ça. Mais toujours si les 1 pour toucher sont résolus contre lui-même ou une figurine de son unité. Et il doit l'utiliser jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce profil d'Archaon? Très honnêtement, je pense pas que Archaon se fasse un Malekith ou un empereur, un Karl France. Ok, il a des grosses sauvegardes, il a une super sauvegarde invulnérable. Il a assez de PV pour encaisser au moins une blessure. Il a les marques de tout le monde, donc ça fait qu'il a quand même pas mal de bonus. On va pas cracher dessus. Bien qu'au final la marque de Slaanesh serve à rien.
parce que réussir les tests de panique, terreur ou peur, surtout qu'il n'a pas le droit au domaine de magie, en tout cas en version française, mais qu'il a démoralisable, ça sert à rien. La marque de corne, ça lui donne la frénésie, youpla boum, bon ça fait une attaque de plus, mais voilà. La marque de Tsen lui permet de booster les bonus, et la marque de Nurgle fait qu'il est plus difficilement touchable. Ouais, bah... C'est où son 1 des 3 blessures quand il blesse? Alors ok, 12 attaques qui enlèvent 1 des 3 PV, c'est pas Jojo, mais je veux dire, pour arriver à essayer de se friter un Karl Franz ascendant ou un Malekith, je crois pas que ce soit tellement ça. Bien entendu, Malekith est plus cher que Archaon, parce que bon, il y a le dragon, il y a tout un tas de trucs, mais je suis à la fois content de ce profil et déçu. Content parce que ça reste un profil qui est jouable et pas totalement abusé où on peut vraiment rien faire contre lui, c'est juste pas possible, ou en moins. Et déçu dans le sens où, pour un seigneur de la fin des temps, en combat singulier face à une incarnation, il faut bien se dire que les incarnations, normalement, sont censées être les 8 pour contrer Archaon. Alors ok, Archaon n'est pas tout seul, mais les incarnations ne sont pas toutes seules non plus. Je suis clairement pas convaincu que Archaon se les fasse, quoi. Même s'il est censé pouvoir le faire au niveau du fluff, au niveau du BG et tout le Bataclan. Ça reste un bon profil. Moi, c'est un profil que j'aime bien. Mais, une fois de plus, dans End of Time, la démesure est telle que elle est même pas équilibrée dans les idées. On a un sorcier niveau 4. Ben, c'est bien joli, mais... Alors, à part se booster avec des sorts et autres... Enfin, il y a moyen de faire des trucs en combo, mais... J'avais imaginé quelque chose d'un peu plus costaud. De même que sa force 5... Alors, bien que la tueuse de roi ignore les sauvegardes d'armure, la force 5, c'est quand même un tout petit peu rikiki. Je dois bien admettre que je trouve un tout petit peu faible. Une petite force 6, là, ça va être bien. Enfin, bref, tout ça pour dire que on a là le Seigneur de la fin des temps, le vrai, celui qu'on voulait voir, celui que les joueurs du chaos adorent d'une certaine façon. C'est pas un rigolo, il faut le prendre vraiment au sérieux, avec ses règles indémoralisables entre autres, et ses épées du chaos, c'est vraiment un personnage qui, à mon avis, est redoutable, bien que tout à fait abattable. C'est, je pense, un des profils les plus équilibrés dans la démesure de End of Time du jeu. Voilà pour les personnages et les nouvelles unités. On a également des parchemins de bataille qui sont comme pour le livre Tankol, des espèces de pseudo-armées avec des règles spéciales. Alors il y en a beaucoup. Il y a un parchemin de bataille pour chaque vent. Donc vous avez l'os de la mort, l'os du feu, du métal, de la bête, l'os de l'ombre, la vie et la lumière. Vous avez également 2 os qui sont dans le BG. Vous avez la chasse sanglante qui regroupe des démons de cornes. Et vous avez l'armée du pourrissement qui regroupe des démons de Nurgle. Après cette partie, vous avez le chapitre 3 qui sont les scénarios narratifs. Alors, une fois de plus, les scénarios narratifs se lâchent un petit peu dans les règles spéciales. C'est des scénarios où on a parfois l'impression que c'est n'importe quoi, tellement il y a de trucs. C'est des scénarios narratifs qui sont assez sympas. Je dois dire qu'ils sont assez agréables. J'en ai lu quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent de jouer pour le plaisir de sortir des armées un peu spéciales, pour avoir des confrontations qui sont, je dirais pas épiques, mais qui sont intéressantes. Notamment une que j'aime énormément, c'est l'opposition qu'il y a entre Vlad von Karstein et Isabella. Je trouve que... Enfin, il y a des scénarios comme ça où c'est, à mon sens,
assez intéressant et pourquoi pas tester ça. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas de chapitre 4, donc c'est la fin du bouquin et fin de la revue également sur ce dernier livre de End of Time. Au niveau des règles, je trouve que plus End of Time a avancé, plus ils se sont lâchés et plus ça a donné du grand n'importe nawak. Pour des raisons qu'on connaît ou pas, en fait, une hypothétique V9 après End of Time, un certain nombre de choses. Je vais parler juste au niveau règles, au niveau fluff, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo à part. C'est une bonne alternative. Au début, les scénarios narratifs, par exemple, étaient très similaires aux scénarios classiques, avec 2-3 petites modifications. Puis après, ils ont commencé à se lâcher, il y a commencé à avoir des armées où ça ressemblait à rien. Je pense notamment à l'armée de gobelins, où il y avait 3 Arachnarok. C'est un scénario qui est relativement drôle, moi je le trouve marrant. Des scénarios avec les Skaven également, où il y a des scénarios qui se passent sur plusieurs tables. Il y a plein de scénarios comme ça où on peut utiliser même les règles de triomphe et trahison. Il y a plein de scénarios qui sont intéressants et plus la campagne End of Time s'est développée, plus on a eu droit à des trucs, je dirais what the fuck. Les 2 premiers livres étaient relativement classiques. Le 3e envoie une phase de magie vraiment balèze. Le 4e avec les Skaven permet de jouer des unités Skaven différentes et tout. Mais enfin, le 4e avec les Skaven. Le 4e avec les Skaven est un peu à part parce qu'il raconte ce qui se passe pendant les autres également. Et puis le 5e dit bon ben voilà, c'est End of Time, jouez ce que vous voulez, faites-le comme vous voulez, on s'en fout. Désignez une figurine comme général, ça peut être le petit pelon. Moi je vois bien une unité de guerrier des clans où il y a même pas un champion guerrier des clans, juste un guerrier des clans qui est général. Oui, voilà. C'est vrai, j'ai vraiment l'impression. Alors déjà je suis content que ce soit le dernier bouquin parce que honnêtement, je suis fatigué. Je vous l'ai peut-être senti dans cette revue. Je trouve que ça a tiré en longueur. Les règles deviennent tellement disproportionnées, mais ne s'assument pas complètement. Donc ça donne quelque chose qui fait, voilà, jouez ce que vous voulez. On s'en fout sur la table de jeu du moment que c'est, vous prenez votre pied, nous c'est bon. Alors c'est une bonne chose, mais quand on fait ça dans le cadre de quelque chose de précis, ça peut être bien, mais là j'ai l'impression que c'est laissé vraiment ils ont balancé le truc presque à la va-vite, je dirais, où ils ont pas réfléchi, ils ont pas testé, ils ont pas je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans le fait dans le fait d'arriver à la fin de quelque chose, d'une campagne comme ça, et pour moi le message qui a été envoyé par Game Workshop, c'est écoutez, avec la V8 de toute façon on a terminé, faites ce que vous voulez, on s'en tape. Moi j'ai ce ressenti là et du coup ça me dérange parce que c'est plus un jeu où on peut faire une stratégie. Déjà que la stratégie à Warhammer est relativement limitée comparée à d'autres jeux de bataille. Principalement Warhammer consiste à prendre une brouette de dés, les balancer sur la table et puis trier entre les 4 et plus et les 3 et moins. J'ai l'impression effectivement qu'il fallait finir quelque chose et qu'ils ont décidé de finir le plus explosivement possible, et que du coup ça nous donne une End of Time où, comme j'ai dit avant, faites ce que vous voulez, de toute façon cette V8 c'est une version où en V9 il n'y aura plus rien en rapport avec la V8. Nous on s'en fout, on est déjà passé à autre chose, quoi. On voulait juste finir le truc en légalisant le fait de faire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas attendu Game Workshop pour décider de faire des armées qui sont n'importe nawak. Je veux dire, j'ai vu des armées jouer où le mec avait juste envie d'aligner des grosses figurines, il aligne des grosses figurines. Du moment que sur la table de jeu on prend du plaisir, c'est ça le principal, c'est un jeu. Mais je trouve que la démarche, autant louable dans le fait de faire avancer le fluff et de terminer quelque chose, autant sur certains points, les premiers livres étaient encore très dans les règles pour après passer à un truc qui était totalement disproportionné. Et dans la disproportion ne fonctionne plus parce que c'est une disproportion qui, je trouve, n'est pas totalement assumée et surtout laissée à l'interprétation des joueurs, laissée à faire ce qu'on veut.
sans cadre bien précis. Combien est-ce qu'il y a sur les forums de gens qui pinaillent sur une virgule? Alors déjà, ça, je trouve ça chiant de base. Mais c'est vrai que sur certains points, il y a des choses où on comprend pas. On a peut-être besoin d'avoir juste un explicatif. Et du côté de Game Workshop, les explicatifs ne suivent pas parce que voilà. Alors, il faut compter sur la bonne foi des gens, ce qui est parfois très compliqué, mais également sur le fait que on a juste envie de jouer et de passer un moment agréable. End of Time permet de le faire, mais permettra aussi d'avoir trop de liberté, enfin pas trop de liberté, d'avoir trop des gens qui ont peut-être envie de faire n'importe quoi. Et c'est, je pense, ce qui me dérange d'une certaine façon. Également, je trouve que les sorties, une fois de plus, le chaos a été verni avec 2 sorties. On a du Korn et du Nurgle. Moi, je sais pas où sont passés Slaanesh et Tsench. Ils devaient roupiller pendant End of Time. Les elfes n'ont rien eu, ce qui est dommage. Enfin, vous connaissez mon affection pour les elfes, d'une certaine façon. Pas, je m'en fous, mais j'aime quand même la figurine, c'est un hobby. Il y a rien eu. Voilà, on a eu du mort-vivant. On a même eu du Skaven. Alors, il y a des choses incohérentes dans la démarche de End of Time. Je vais pas toutes les révéler ici parce que, un, il y en aurait trop, ça ferait trop de trucs. Deux, je finirais par m'énerver et dire des choses qui sont pas très intéressantes. Mais pourquoi ne pas avoir fait aussi quelques sorties elfes, ne serait-ce qu'une refonte d'une figurine? Beaucoup voulaient un Malekith parce que Malekith est moche, soyons honnêtes, c'est vraiment une figurine dégueu, vieille. Ou un avatar de Kain, parce que Tyrion, voilà. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui auraient pu être faites, qui ne l'ont pas été, pour des raisons que personnellement j'ignore, je ne sais pas, je peux spéculer, mais ce serait pas juste. Et du coup, vers quoi ça va aller après, vers quoi, ouais, voilà, il y a des tas de choses où il y a des tas de questions non résolues, il y a des tas d'hypothèses qui sont mises en avant, la fusion des profils, que je trouve vraiment bien, mais également disproportionnée, entre un Malekith à 10 PV et un Balthazar Gelt à 6. Ok, ils sont pas sur la même monture, mais c'est un profil fusionné. Enfin, il y a vraiment plein de choses où, dans les faits, je le redis encore, je martèle avec ce genre de truc, la disproportion n'est pas harmonieuse et du coup ça donne des poids de mesure totalement différents. Il y a des armées qui n'ont rien, je parle principalement des ogres, ils ont vraiment rien de rien. Les orques et gobelins ont juste Grimgor, les nains ont juste eu Ungrim. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont une pétée de trucs. Je veux dire, les elfes et le chaos ont eu une chier de trucs entre des nouveaux profils, des nouvelles figues. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui me dérange à ce niveau-là. Plus précisément sur Archaon, ben, ça finit le cycle. On a la pentalogie qui est finie, on a les règles. Moi, je vous invite à faire le tri dans les règles que End of Time nous propose. Je vous invite à essayer de faire des parties. Alors bien entendu, on peut aller dans la démesure, on peut se décider à sortir n'importe quoi, n'importe comment, mais une fois de plus, pourquoi avoir attendu End of Time pour faire ça? Je vous invite à réfléchir sur le fait de prendre du plaisir à jouer et pas prendre du plaisir à gagner. C'est la petite différence que j'essaye de mettre en avant au niveau des parties. Je veux dire, le jeu de figurines est un jeu, disons, social avec votre adversaire. Il faut jouer avec votre adversaire et pas contre votre adversaire. Je remets en avant le plaisir de jouer. Si vous voulez faire une armée complètement what the fuck, je sais pas, des hommes lézards où il y a que des stégadons, vous pouvez, mais discutez-en avec votre adversaire, qu'il soit au courant. Enfin, comme il n'y a pas vraiment de limite actuellement, essayez de les mettre vous-même en étant fair-play, en étant ouvert à la discussion avec les gens avec qui vous jouez. S'il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu, dites, voilà, on joue avec les limitations, sans limitation, qu'est-ce que tu joues pas. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à jouer fair-play quand même, c'est quand même un comble. Mais je vous invite vraiment à faire une préparation de bataille avant de vous lancer dans n'importe quelle bataille.
parce que vous risquez d'avoir des surprises si vous prenez pas le temps de faire la préparation avec votre adversaire, au moins un minimum. Et je crois que c'est important pour le bon déroulement du jeu et le bon plaisir du jeu. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, malgré le fait que j'ai sans doute sauté plein de petites choses que j'aurais pu rajouter au niveau de la description des unités et de leur utilité stratégique. Je vais faire cette vidéo fluff et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.